Bonjour à tous. Bonjour, merci pour votre présence à ce webinaire autour du Green IT, enfin du Green IA, peut-être plus spécifique. Est-ce que vous pouvez simplement nous préciser dans le chat que vous voyez bien les slides, que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien, que tout est OK de votre côté au À niveau tous. de l'image? Petit à petit, les gens s'inscrivent, enfin se connectent, donc c'est top. On va être assez nombreux aujourd'hui. Merci Frédéric, merci Olivier. Tout est OK, vous voyez correctement les slides, merci. Donc du coup, l'objectif aujourd'hui, c'est de discuter donc de ce sujet, donc du Green IA versus l'IA for Green. Donc en quoi est-ce qu'ils sont compatibles, comment est-ce qu'ils interagissent, et puis surtout comment le mettre en place au sein de votre organisation. Donc, bonjour Thomas, déjà, je ne t'ai pas dit bonjour. Bonjour Nathalie et bonjour à toutes et à tous. Donc très rapidement, ce webinaire s'inscrit dans une série de ressources qu'on met à disposition. Donc, on a des livres blancs, des articles, des replays, d'anciens webinaires. Et puis, on a surtout une belle programmation à venir, une programmation très ambitieuse jusqu'à la fin de l'année avec tout un tas de sujets qui vont être couverts autour des domaines, des champs d'expertise de Synapsis. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. En tout cas, vous êtes a priori, si vous êtes dans l'assemblée, vous êtes dans nos communications. Donc vous pourrez recevoir tous les éléments. Très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc Synapsis, on est une société de conseil et d'expertise spécialisée dans l'évolution, la gestion des infrastructures informatiques. On a plusieurs expertises, notamment dans les domaines du cloud, du DevOps, du modern workplace, de la cyber, de la data, de l'IA. On fait à la fois du conseil, du déploiement, de la mise en œuvre. Donc, on essaie de gérer vraiment toute la chaîne de valeur en fait, de vos projets d'infrastructure. Donc, on est positionné en France, à Lille, Paris, Lyon. Et puis, nous sommes 180 consultants dans l'équipe. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez plus d'informations à ce sujet. Donc j'ai le plaisir d'être avec Thomas aujourd'hui, expert Green IT, mais pas que, plein d'autres casquettes. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours? Avec grand plaisir. Merci Nathalie. Alors pardon pour l'appellation certes simple, mais qui manque un peu d'humilité quant à la notion d'expert. En tout cas, j'ai le plaisir d'être consultant et en effet référent sur les notions de Green IT au sein de Synapsis. Je fais montre une carrière d'une dizaine d'années auparavant dans l'accompagnement et le conseil dans le domaine du développement durable, la stratégie RSE, green en général, une spécialisation dans le carbone, puisque je suis aussi évaluateur et réalisateur de bilan carbone, d'accompagnement axe stratégie bas carbone, donc pas mal de sujets autour du carbone en général, avec donc une orientation vers l'IT, plus particulièrement au cours de mes différentes expériences qui m'ont amené à avoir le plaisir de devenir un Rhino et d'intégrer Synapsis, qui ambitionne depuis plusieurs années déjà de faire diffuser la culture du green dans les activités et de la rendre propre à l'ADN même de notre activité de conseil et d'accompagnement dans tous les sujets. Et comme nous pouvons le voir aujourd'hui, y compris face à ce serpent de mer actuel qui déferle dans toutes nos activités, qui est l'IA, et plus particulièrement, forcément, les IA génératives, les modèles de LLM et leur implémentation dans les organisations. Merci Thomas. Donc on va démarrer effectivement ce webinaire, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. On a prévu quelques sondages, un petit peu de participation, mais surtout, ce qui est difficile dans ce genre de sujet, c'est qu'on a vraiment tout type de profils en fait qui peuvent être intéressés par ça. Des profils très métiers, des profils beaucoup plus techniques, dans des organisations publiques, dans du privé. Donc du coup, en fait, c'est difficile un petit peu d'avoir cette ligne édito qui parle à tout le monde. Donc n'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions ou à rebondir tout simplement pour nous donner votre avis. L'objectif, c'est vraiment que ce soit collaboratif. Je salue aussi les quelques collègues qui se sont aussi connectés, Sylvain, Sébastien, etc. C'est un plaisir de vous avoir. Je te laisse la parole, Thomas, je t'en prie.
Avec grand plaisir, merci beaucoup. Donc oui, aujourd'hui, comme le sujet et le sous-titre pouvaient le mentionner, on va s'intéresser particulièrement à ces modifications de culture et les éléments qu'il est nécessaire d'apprendre et la manière dont on peut aujourd'hui intégrer des notions de green dans les projets d'IA et aussi et surtout derrière pouvoir utiliser l'IA au service de nos engagements et des objectifs des organisations d'un point de vue entre autres de la décarbonation, mais on ne s'interdit pas et bien au contraire d'aller vers d'autres sujets. Le green étant une grande enveloppe finalement qui encadre beaucoup de sujets sous-jacents, en particulier les fameux 3 P derrière, hein, donc d'avoir l'intérêt pour la société et pour aujourd'hui People, Planet, Profit, pour le fonctionnement de l'organisation. Pour des sujets plus techniques d'ailleurs, vous pourrez toujours avoir aussi la possibilité de vous retourner vers d'autres experts dans les différents métiers. Le but n'est pas d'aller trop en profondeur ensemble. Et pour ce qui va être aussi les éléments de base, les prérequis de savoir qu'on peut avoir en nécessité au sujet de comment est-ce qu'on calcule les ABAC, les méthodes d'intégration dans les infrastructures. Vous pourrez aussi vous retourner aujourd'hui vers les différents écrits qu'on a pu partager ou les derniers webinaires sur ces sujets-là. Puisqu'aujourd'hui, notre sujet étant le Green IA for Green, avec forcément un petit effet marketing finalement autour de ces terminologies-là. Je ne doute pas que vous trépigniez pour certains d'ores et déjà quant à le côté antinomique parfois de ces termes lorsqu'ils sont associés. Donc l'idée est de pouvoir les comprendre, les différencier, se positionner sur un état de connaissance commun, aller voir comment ça s'intègre dans les projets et au sein, avec les différents collaborateurs. Quelques exemples d'implémentation de l'IA au service donc, de nos engagements de réduction d'émissions principalement, et déjà engager l'action à partir du moment où ces ABAC sont intégrés. Globalement, on retombe, pardon pour ce côté antédiluvien, retourner quelques années, 2-3 années en arrière, à la grande époque d'entraînement de GPT-3. Bon, on se le redit aussi sur les modèles BERT, sur tous les modèles d'entraînement. On se le dit, ça va mieux lorsqu'on a posé cette base-là. On le sait, l'IA, entre autres, est principalement un effet levier des infrastructures et des équipements. Ça globalement, on se le dit aussi, effacer la loi de Moore, malheureusement pas dans le bon sens, plutôt en accélérant encore le développement et l'implémentation de nouveaux matériels. Et c'est un vecteur massif d'augmentation des émissions du côté de l'IT. L'IT, de toute façon, est une fonction indissociable de l'ensemble des activités humaines. On se le dit aussi rapidement, vous déconnectez l'IT, il n'y a plus d'activité. Ça devient difficile, mais l'IA aujourd'hui crée des usages qui ne sont pas d'ailleurs forcément les usages indispensables en termes d'utilisation de l'IT et qui provoquent des explosions d'émissions. Passant là-dessus, on va essayer de ne pas rentrer uniquement dans le côté catastrophisme, même si le mur est de plus en plus proche et on le voit de mieux en mieux. Quelques points aujourd'hui sur justement le Green IA, mais côté l'IA for Green dans nos métiers, côté IT. Et donc, petite ouverture, c'est le seul point où on va rentrer dans ces éléments de détail. On se tournera plutôt vers les éléments de culture et de compréhension dans la suite de cette table ronde. Et n'hésitez pas à revenir sur ces sujets avec grand plaisir. Donc, revenir un petit peu aujourd'hui, le principe, dès que ça va être aujourd'hui de pouvoir coder green, si tant est que ça ait parfois du sens, l'idée, c'est de pouvoir accompagner aujourd'hui une capacité dans les principes même de Green IT, à être supporté par l'IA dans la détection aujourd'hui des inactivités, des périodes de creux, des machines obsolètes ou alors sous ou mal utilisées. Donc forcément que ces usages-là aussi nous portent, de la même manière que globalement, l'optimisation, la compréhension et une meilleure compréhension des usages de parc côté pour les collaborateurs Modern Workplace. De la même manière sur la détection d'obsolescence ou de redondance, tout ce qui va être gouvernance de la donnée. Et puis, bien entendu, le gros mot a été très vite FinOps, GreenOps. On a eu l'occasion, il y a presque un an maintenant, je crois, de traiter de ces sujets-là et donc d'accompagner par l'IA la compréhension des indicateurs d'usage du cloud depuis ces mouvements massifs de cloudification, si je peux me permettre l'expression. Donc, on a ces sujets entre les usages green de l'IA et l'implémentation ou la volonté d'implémentation d'enjeux green, en tout cas d'enjeux, entre autres carbone, dans l'IA qui vont se positionner, mais il y a avant tout une question de bien comprendre justement la différence entre ces deux sujets sur laquelle on va aller ensemble avancer, et puis forcément derrière, la question de l'ordre, et donc de comment commencer, par quoi commencer. D'où cette petite question
un petit icebreaker, même s'il en reste plus beaucoup de l'ice à breaker. Pour vous, d'ailleurs, finalement, qu'est-ce que l'IA? Ce qui nous permettra un petit peu de réagir sur vos éléments de réponse. Alors, participation semi-active, dirons-nous. Alors, on est volontairement un petit peu joueur et rieur. C'est mercredi matin, il faut se réveiller en douceur. Donc, Exactement. Il y a une personne qui a eu raison en disant colorer le logo en vert. alors, je soupçonne pour certains un petit peu de mauvais esprit et je comprends tout à fait aujourd'hui. Donc, je pense, si je peux essayer d'analyser un petit peu les retours qui se construisent actuellement, malheureusement, pour beaucoup, ça peut apparaître comme étant justement un effet, un ultime greenwashing supplémentaire de l'IT. Allons-y, associons le mot green à l'IA et comme ça, on pourra continuer les usages désastreux que l'on a. Et je comprends ces principes-là, bien entendu que ça n'est pas censé s'arrêter là et ça n'est surtout pas censé non plus commencer par là plus encore. Alors, le Greenia, normalement, est plutôt la partie réduire l'empreinte de l'IA, donc la notion d'implémenter à l'origine dans les projets d'IA des objectifs de réduction. Et derrière, toute la partie utilisation de l'IA pour la planète est plutôt l'IA for Green, où là, on va avoir une utilisation métier de l'IA pour des engagements, des objectifs de réduction. Ce point est important simplement parce que, attention, le petit warning, on commence toujours par s'intéresser à nos émissions, c'est-à-dire que l'IA for Green ne doit pas être le prétexte du développement et de l'explosion de l'IA, puisqu'on se retournerait à ce moment-là dans des situations qui seraient assez catastrophiques finalement, qui risqueraient de provoquer des émissions supérieures à l'objectif de réduction initial. Et c'est d'ailleurs tout le sujet, première boucle, pour celles et ceux qui ont déjà eu le plaisir de me croiser et que j'ai déjà eu le plaisir de croiser ou qui sont tombés sur un replay de précédente table ronde. On expliquait déjà ces enjeux sur les différentes strates qui ne sont pas, qui doivent respecter un ordre et qui ne peuvent pas être compensées. Ce n'est pas parce qu'on a enlevé des émissions à droite qu'on a le droit d'en mettre à gauche. C'est une approche très capitalistique, mais qui ne fonctionne pas quand on parle de carbone, puisqu'on est sur un problème de stock, pas un problème de flux. On a émis un stock qu'on doit arrêter de faire croître dans l'atmosphère. Donc c'est pour ça le premier point, c'est Green IA. Ça veut dire que c'est un principe de précaution qui revient, alors je parle d'IA au régime, mais alors on peut même être, là on dépasse l'aspect Weight Watchers, on peut commencer par se dire, dois-je vraiment implémenter de l'IA et surtout, dois-je l'implémenter de manière la plus large possible? On est actuellement face à des horizons qui ont tendance à déployer très rapidement, sous la pression aussi d'une demande collective qui peut s'entendre, mais qui ne doit pas omettre le fait qu'il y a un gros volume d'émissions et que des IA très généralistes sont forcément moins bien optimisés dans leur principe de code et leurs usages derrière. Il faut identifier donc qu'on doit essayer de limiter en amont et identifier tous les points de risque aujourd'hui et surtout tous les points qu'on ne maîtrise pas. Les modèles d'IA, pour une grande partie, passant dans des modèles propriétaires, font passer l'empreinte du côté à l'origine plutôt de choses que l'on maîtrise, nos propres devices, nos propres serveurs, pour beaucoup aussi, vers des notions d'usage, d'émissions d'usage qui là sont encore plus difficiles à maîtriser et à impacter. Même si des enjeux de gouvernance aujourd'hui nous amènent à avoir une réflexion un petit peu différente et à réinternaliser ces émissions. De l'autre côté, forcément, quand on continue cette grande boucle de tentatives, au moins de sobriété, vous avez des indicateurs de mesure. Indicateur de mesure, le Power Unit Efficiency va fonctionner une fois de plus à partir du moment où je suis dans un cycle où je maîtrise mes propres infrastructures, de même que les tonnes CO2, ou alors il va convenir de s'en remettre aux éléments, aux informations transmises, on va y arriver, par vos hyperscalers préférés ou par votre fournisseur de services qui ont malheureusement une très faible qualité d'information. Je le répète souvent, mais aujourd'hui, les 3 plus gros hyperscalers, GCP, AWS et Microsoft, ont tous 3 eu leurs objectifs alignés SBTI qui ont été refusés, en tout cas déclarés comme caducs, puisque leurs résultats ne sont pas alignés avec leurs objectifs. Commencer à les croire est un petit peu difficile pour aligner une trajectoire, une stratégie. Et derrière, on a les approches d'ACV qui au moins vont avoir une approche un peu plus globale pour essayer de comprendre dans quelle mesure l'IA, dans quel cycle ça s'inscrit et donc comment est-ce qu'on a un effet ou pas de diminution d'impact.
Ce sont des éléments nécessaires et on le voit, le problème éternel de la mesure pour s'éloigner aussi des impacts trop simplistes, c'est véritablement une problématique. Attention, je le vois aussi venir, ici on ne parle que de carbone et que beaucoup d'énergie, on a un sujet d'eau qui a été encore plus poussé ces derniers temps dans la législation européenne, et puis on le verra dans un troisième pan, les notions aujourd'hui éthiques et sociales qui sont primordiales lorsque l'on parle d'IA. Donc, si j'avance un petit peu dans ce cycle, pour ne pas trop m'apesantir non plus sur ces éléments, le sujet de la mesure reste un sujet crucial, derrière lequel trouver des modèles de sobriété peut être plus difficile, et on en revient en particulier à comment est-ce qu'on va mettre en place le principe de précaution, le premier, qui va permettre de maîtriser, et donc cette notion de passage à l'action. Globalement, on a tendance à dire que si on comprend un petit peu, si on observe comment est-ce qu'on participe à la sensibilisation, à la formation des collaborateurs, on arrive assez rapidement à positionner, est-ce qu'on est dans des sujets plutôt de verdification d'un sujet ou plutôt d'utilisation de l'IA ici, dans notre cadre, pour le green. Et donc, le premier sujet est autour de comment intégrer ces notions de green, c'est de prendre des métiers et d'aller amener la sensibilisation, la compréhension sur la sobriété, les sujets carbone, et donc globalement d'utiliser depuis la bien connue fresque et toutes ces fresques, dans tous ces types d'ailleurs d'approches, et puis derrière des formations plus ou moins avancées pour comprendre les sujets carbone. L'idée, c'est aujourd'hui, les acteurs techniques, les sachants techniques, doivent être exposés au message et à la compréhension dans quelle mesure leurs gestes ont un impact direct sur le carbone et dans quelle mesure ils vont être les premiers à devoir faire des choix pour permettre d'orienter les actions. C'est comme ça qu'on arrive à intégrer directement ce green avec un principe de précaution qui s'intègre de manière stratégique, et on va le développer un petit peu plus loin, autour aujourd'hui d'intégration d'indicateurs, par exemple de durée de vie ou d'association de CAPEX avec des tonnes de CAPEX, OPEX avec des tonnes CO2. Il va falloir qu'on puisse avoir cette maîtrise globale, puisque globalement, on est toujours dans un monde fini et ça n'a pas encore changé. Et donc, toute émission qu'on va pousser du côté d'une IA qui n'a pas valeur en fait partagée pour la collectivité, pour le groupe et pour la planète aujourd'hui, va forcément en faire pâtir finalement les autres usages qui peuvent être bénéfiques. Et justement, une fois qu'on a un socle minimal, c'est-à-dire un principe de précaution qui est intégré avec des indicateurs et des personnes qui peuvent être formées, donc on a une maîtrise normalement, en tout cas que l'on tente d'avoir une maîtrise, et pardon d'utiliser le terme, un frein sur les débordements et l'explosion d'usage d'IA, à ce moment-là, on peut anticiper des usages d'IA for good. Et c'est un principe qui est vraiment important aujourd'hui parce qu'on a tendance à foncer vers les sujets d'IA for green pour que l'arbre cache la forêt, et donc de considérer qu'un des usages peut valoriser, peut expliquer le reste. L'IA for green, là, c'est bien d'utiliser des moteurs, des usages spécifiques dans le cadre de projets qui sont déjà anticipés ou d'objectifs. Aujourd'hui, que ce soit dans les institutions publiques jusqu'au niveau de l'État ou dans les organisations privées, il y a des cadres et des objectifs, en gros, globalement, sur toutes les grandes organisations, même si la loi recule un petit peu aujourd'hui sur ces sujets tout de même, et que la pression anticipée peut être un peu moins forte, il faut avoir des méthodes de calcul, des objectifs, une trajectoire. Et au-dessus de tout ça, on a la SNBC, la Stratégie nationale bas carbone, qui nous donne des objectifs propres à notre territoire, la France, et on a des engagements internationaux. Aujourd'hui, ces sujets-là sont d'anticiper, comprendre comment est-ce que l'IA pourrait nous aider à participer à des réductions, avoir un effet levier de réduction, mais on y retourne. L'IA étant un vecteur énorme d'émissions, parce que consommateur d'eau, d'électricité, enfin donc d'énergie plutôt que d'électricité, ce sera plus logique en termes de compréhension, eh bien à ce moment-là, on ne peut pas se permettre d'avoir un projet IA for Green sans avoir un minimum de méthode autour du Green IA et de compréhension dans les équipes. Si je reprends pour centrer sur le point qui va nous intéresser le plus, il y en a deux. Le premier, c'est la notion de poche d'impact. Là, on retourne dans le besoin de s'approprier les sujets autour des équipes qui ont une maîtrise des sujets carbone et de sujets plus RSE quand on parle d'une organisation du type entreprise, donc qui ont aujourd'hui déjà vision des objectifs stratégiques et des poches qu'il faut adresser. Globalement, on reprend les grands basico-basiques qui vont se répartir suivant nos typologies d'activité. L'énergie, aujourd'hui, c'est le premier, avec toute la fourniture d'énergie, pas uniquement le réseau électrique, bien sûr. Derrière, la partie transport, logistique, la partie alimentation,
et le logement, en tout cas le bâtiment en général. Si on traite de ces premières poches-là, on a véritablement des points qui sont primordiaux, en tout cas à adresser, et là où l'IA peut nous aider à participer à des projets. À ce moment-là, dans ces démarches d'IA for Green, on revient, c'est en fonction de la méthode dont on lance qu'on peut comprendre dans quel projet ou dans quelle typologie de projet on se positionne. Et donc, le principe étant expérimentation POC, projet défini, éléments mesurables sponsorisés, portés en partie par les équipes qui sont capables d'orienter ça avec la stratégie, donc globalement souvent des équipes orientées RSE ou des ambassadeurs plus locaux au sein des projets, et derrière une ouverture extrêmement progressive avec beaucoup de maîtrise, puisque le risque étant que les modèles évoluent à tellement grande vitesse que l'on soit en incapacité aujourd'hui d'évaluer les impacts réels. Et le troisième point, c'est qu'en effet, on présentait plutôt globalement notre sujet aujourd'hui autour Green IA for Green, et très souvent, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 40 minutes, on a une main qui se lève, et vous avez le droit de lever la main avant de 40 minutes aussi, avec grand plaisir pour échanger ou répondre à des questions ou des remarques. N'hésitez pas à me couper par écrit, sans aucun souci. Mais donc, on a souvent une main qui se lève pour dire oui, mais on n'a parlé que de carbone, ou on n'a parlé que d'environnement, au mieux, quand on ouvre sur les notions de biodiversité, d'eau, mais on n'a pas parlé d'autres sujets. Et globalement, il y a un ensemble de référentiels qui nous permet aujourd'hui de nous avancer vers plutôt la notion aussi d'équitable. L'IA est un accélérateur aujourd'hui de séparation de creux, que ce soit au sein de nos sociétés ou à l'échelle de la planète, entre ceux qui peuvent l'utiliser, qui ont d'ailleurs un usage professionnel, mais aussi pour beaucoup récréatif, et celles et ceux qui n'y ont pas accès et dont les métiers sont aussi particulièrement impactés. Et le premier point, c'est d'avoir aujourd'hui de la transparence pour que tout le monde puisse comprendre et s'intégrer l'IA dans ces métiers, globalement d'anticiper les risques auxquels on se confronte. On anticipe beaucoup le risque de gouvernance de la donnée, de propriété intellectuelle, mais parce que cela touche, on va dire, le cœur stratégique et business des organisations, mais aussi aujourd'hui de comprendre dans quelle mesure, au-delà des données qui peuvent s'échapper vers des pairs et des pays avec lesquels on est plus ou moins amis et alliés, aujourd'hui, dans quelle mesure ça participe à cette fracture au sein même des organisations et au sein des sociétés. Vous avez un certain nombre de référentiels. Le RIA 31, on en a parlé normalement pour celles et ceux qui s'y intéressent encore il y a peu de temps. On en parle beaucoup en ce moment, de par un relancement. Et donc, il y a des cadres autour desquels se positionner pour être capable de mieux comprendre ce que l'on réalise dans l'IA en n'oubliant pas ces éléments de justice avant tout, d'équité autour des sujets d'IA. Et à ce moment-là, on a une problématique tierce encore, de la même manière qu'on devait plutôt s'orienter vers de l'éducation autour des sujets green à l'origine, et dans la phase plus expérimentale sur la partie IA for Green, l'idée est aussi aujourd'hui de comprendre comment est-ce que les métiers travaillent, donc sur les dimensions RH aussi, et de projection de carrière, travailler sur les biais et les biais cognitifs en particulier, la méthode de réflexion autour de ces sujets. L'IA a une tendance à la simplification de nos modèles de pensée aussi, et nous apporte des réponses un petit peu déjà pré-mâchées qui peuvent modifier nos manières de penser. Et puis aujourd'hui, déterminer dans quelle mesure on peut avoir des phénomènes plus inclusifs, utiliser l'IA dans beaucoup de sujets, comme dans l'éducation, la formation, pour s'adapter aux populations en termes à la fois de délivrer d'informations, mais aussi de délivrer produits. Pour se remettre donc sur ce triptyque global, alors je reviens, et cette fois-ci l'astérisque est positionné. Comment est-ce qu'on intègre le green, et entendons-nous un peu la logique People, Planet, Profit, le social, l'environnemental et globalement la gouvernance dans ces projets. Donc remettre une structure qui n'intéresse pas uniquement une productivité immédiate, mais aussi les grands sujets. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler un petit peu ici, déjà l'occasion aussi d'en parler dans d'autres tables rondes. Ça ne va pas forcément être, à mon sens, le sujet de nous centrer sur tous les cadres, tant ils sont aussi nombreux et profonds. Mais globalement, on a deux premières approches dont on a déjà eu sur lesquelles on a déjà eu l'occasion d'échanger. Pour aujourd'hui avoir une dose de RSE et de green dans de l'IA, l'ACV est indispensable. Aujourd'hui, ne pas faire d'analyse de cycle de vie dans les projets, ça revient réellement à décider de donner les clés du camion, fermer les yeux et on laisse tourner. Globalement, ça nous permet aussi de repositionner l'IA via des approches d'ACV simplifiées, très souvent, mais chaque pas est bon à prendre et doit être saisi. Ça permet aussi de repositionner, je reprends dans la logique même qu'on avait dans l'IA for Green, qui fonctionne dans le Green IA, c'est déjà de repositionner l'IA dans une chaîne de valeur. Et très souvent, surtout dans les phases expérimentales, on a l'occasion d'accompagner dans des phases d'implémentation ou de sélection, de choix d'une IA ou d'une méthode d'implémentation d'IA
plus ou moins généralistes dans les organisations, eh bien, on prend le bloc IA et on se contente de dire est-ce que ça vous plaît? La problématique étant de remettre dans une situation où on doit bien avoir des causes et des conséquences et avoir un usage de l'IA qui s'intègre dans la chaîne de valeur globale de l'entreprise et dans la chaîne de valeur de chaque collaborateur qui y est confronté. Donc en gros, je simplifie, mais la comparaison toujours, c'est moins bien que ChatGPT, phrase que l'on entend extrêmement régulièrement, revient toujours à comparer un point de détail par rapport à un usage généraliste. Donc globalement, ChatGPT, pour ne pas le citer, mais il fallait bien à un moment qu'on se le dise, on aura attendu très exactement 26 minutes avant de citer son nom, et bien globalement, ces comparaisons ne permettent pas de s'assurer aujourd'hui d'une efficacité dans un cycle et ne remettent pas d'autres indicateurs qu'une satisfaction, ce pourquoi l'IA est particulièrement bien développée. CARE étant un modèle sur lequel j'ai déjà eu l'occasion de m'appesantir aussi, un modèle d'intégration qui demande une modification aujourd'hui de la comptabilité, donc qui sort justement du People, Planet, Profit, des 3 P, pour essayer de s'orienter vers une gestion de capitaux en dehors de la conversion directe en valeur économique et financière, qui demande une modification assez large du point de vue de la structure même de fonctionnement business, et donc qui souvent a plus de mal à pénétrer, mais a énormément d'avantages que j'avais déjà pu présenter. Sur les 3 grands sujets qu'on aura derrière, on a trois abords assez similaires dans l'enjeu, bien différents dans l'approche technique, avec le RIA 31 qui, là, dans cette manière, est très intéressante à traiter puisque donne directement les métriques, les enjeux, donc c'est extrêmement facile à activer. On est réellement sur les grands enjeux d'IA avec les indicateurs qui en sortent, avec aussi une vie collaborative entre pairs très intense. Nous avons le plaisir d'ailleurs de faire partie du CRIP qui a aussi travaillé dans son groupe de travail sur le numérique responsable, sur ces sujets d'IA, et c'était même le sujet de l'année. Donc, vous trouverez aussi de nombreuses lectures au contact du CRIP, n'hésitez pas. Et donc, aujourd'hui, c'est un des modèles qui, en toute transparence, à mon sens, le plus pratique à activer, où on trouve aussi le plus de rebonds chez ses pairs, ce qui est indispensable. L'AI Act a déjà bouleversé certaines obligations, mais à ce cadre légal et le temps d'une pénétration aussi. Mais globalement, a l'avantage de la loi, et la loi contraint, donc globalement est assez difficile, peu facile à comprendre et à maîtriser, mais par contre impose des critères qui sont assez directs et qui s'appliquent à tous, en tout cas à notre échelle européenne, nous qui utilisons aussi beaucoup de services tiers. Une des problématiques, que ce soit pour l'AI Act ou aujourd'hui pour ce qui va être l'ISO SC42, la problématique étant la capacité d'évolution. L'IA avance à grande vitesse, dépend beaucoup de nos enjeux internationaux, et donc aujourd'hui, ça peut être problématique de s'appuyer sur ces éléments-là, en tout cas dans les années à venir, si jamais la loi et ce cadre ISO n'a pas la capacité à suivre. Les indicateurs, on va y passer plutôt rapidement, c'est juste une proposition assez logique. L'idée, c'est d'aborder toujours les grands enjeux, donc autour de l'énergie. On ne peut pas faire fi des notions d'énergie. Ça vaut le coup, et j'y reviens, mais c'est aussi des sujets où on n'est pas forcément très acculturé à ce que signifient ces notions énergétiques. Le litre à la pompe est plus facile à comprendre que le kilowattheure que j'ai stocké dans ma batterie. Donc, ça nécessite aussi, tous ces indicateurs, d'avoir une base de connaissances commune. La conversion, le grand classique étant le CO2 équivalent, mais le CO2 équivalent a une problématique, alors on va dire le CO2 pour simplifier, c'est qu'une fois de plus, dans ces indicateurs-là, c'est pas juste j'ai émis tant de tonnes de CO2, je vais mettre moins de tonnes de CO2 dans l'atmosphère cette année. On en revient au sujet, quel scope, derrière, quelles sont les émissions accumulées, et puis derrière, quelles sont les émissions à éviter potentiellement, et les émissions de l'ensemble de notre chaîne de valeur, donc en quelle mesure est-ce que j'ai externalisé des émissions. En gros, aujourd'hui, ça reste quand même un problème, finalement, le CO2, parce qu'il devient un outil de manipulation pour beaucoup de chiffres, où finalement on y met beaucoup de choses, puisqu'il y a énormément de calculs à faire avant d'avoir du CO2, et c'est pas forcément, finalement, le plus parlant. Dès qu'on va se tourner vers de l'IA et vers de l'IT, l'utilisation des ressources est beaucoup plus pertinent, et donc c'est un travail-là qui se fait en co-construction avec les équipes, côté typiquement des équipes DevOps qui vont être capables de ressortir des indices d'observabilité aujourd'hui, et donc des valeurs réelles d'utilisation, ou des équipes aujourd'hui plus infra qui sont en maîtrise de leur périmètre. On en revient à notre problématique. Pour tout ce qu'on va externaliser, sur lequel on n'a pas une mainmise directement,
on doit s'en remettre aux données des tiers qui ne sont pas obligés aujourd'hui, en tout cas pas suffisamment obligés à mon sens, de fournir des informations fiables et décrites avec précision. On retourne vers des indicateurs qu'on maîtrise quand on fait de l'IT. En effet, les volumétries de données stockées ou échangées peuvent avoir beaucoup plus aussi de sens. Finalement, on en revient à ça, 4 des tonnes de CO2. Et le point qui va rester, c'est aujourd'hui de manière très importante. Très bien, mon IA, elle a une pénétration sur quel volume d'utilisateur, quelle part d'utilisateur, que ce soit vis-à-vis de l'interne ou vis-à-vis de l'externe et de ma chaîne de valeur. Est-ce qu'elle touche aujourd'hui des populations qui sont, dont le quotidien est amélioré aussi à travers ces usages-là? On s'y intéresse encore en toute transparence tout de même assez peu. Donc on va travailler sur l'IA fort quelque chose lorsque ça va se développer autour de sujets de handicap, par exemple, mais globalement d'être capable de se dire que lorsqu'on utilise un produit d'IA, il a une vocation à toucher soit des populations spécifiques, soit une population la plus large possible, ça reste encore un indicateur très peu employé. Et pour y revenir, responsabilité, tonne CO2, méfions-nous de ces indicateurs qui sont aujourd'hui un nuage de fumée. Petit point, aujourd'hui, comme je vous le disais, notre objectif, c'est plutôt de travailler sur ce qu'on peut faire ensemble, comment est-ce qu'on arrive à créer cette culture, à commencer à faire entrer, et on fait croiser des sujets entre l'IA, qui est quand même particulièrement mal comprise, et pas forcément portée médiatiquement par les personnes les plus compétentes et les plus compréhensibles, d'une part, mais d'autre part aussi, on a cette problématique autour du fait que l'IA, c'est difficile à comprendre, mais alors le carbone, c'est pas beaucoup plus facile à comprendre. Et alors les enjeux de durabilité au sens large, c'est quand même des sujets où on a besoin d'être acculturé, d'être formé et de baigner dans un environnement, pardon pour l'actualité d'hier et les dernières choses qui ont pu être dites, mais on entend quand même beaucoup de contre-vérités, voire ce qui s'appellerait du mensonge. Je me tourne de l'autre côté de l'Atlantique sur la plus grande bêtise qui ait jamais été dite au sujet du développement durable et de notre crise climatique. Donc, quelques points justement, on se le disait aujourd'hui, l'idée c'est comment est-ce que je déclenche plutôt, comment est-ce que j'arrive à faire implémenter des éléments de compréhension. Les fresques, forcément, mais là je vous apprends rien, ça se diffuse et c'est super. Ça donne un point de connaissance et surtout ça donne un élément qu'on peut partager. Plus ça s'implémente, plus on retrouve une communauté de fresqueurs qui ont tous ces éléments de compréhension similaires, la même expérience. Et je pense que, à mon sens, le premier point, cette uniformité est très intéressante. On le retrouve dans beaucoup d'organisations, ça a été uniformisé dans pas mal d'organisations françaises, dans beaucoup d'écoles de plus en plus. C'est très très bien. Ça nous demande aussi d'avoir une trajectoire derrière, de travailler sur les éléments à activer, puisqu'au final, sinon la fresque peut aussi rester lettre morte. On cumule des chiffres, on a sensibilisé 100% des collaborateurs via la fresque du climat, mais le so what arrive très très vite dans une capacité à activer des éléments. C'est pour ça qu'on propose, par exemple, aujourd'hui, vous pourrez directement vous tourner vers ce que fait l'INSA et le principe d'Ethics by Design, ou aujourd'hui des petits jeux qu'on met en place autour de, bon, très bien, retournons-nous, on le fait à l'échelle du CCOE, à l'échelle d'un COMEX ou d'une direction SI, de travailler ensemble sur un petit budget limité, budget carbone limité, budget économique limité, people déterminé, et faisons des process d'échange, rentrons dans la grande comitologie, faisons des choix ensemble pour aller vers une IA qui soit à la fois sobre, équitable et qui défende le business, à travailler à ces points d'équilibre. Et ça rend l'expérience déjà dans une forme d'activation. Aujourd'hui, toute la partie challenge, hackathon, engage quand même, on le voit de nos côtés aussi, sur les populations jeunes, c'est vrai, mais surtout les populations techniques. Aujourd'hui, un certain engouement, et donc aller vers des principes plus all-tech, low-tech, pour revenir quelques années en arrière, sur aussi toute la mouvance à l'époque Makers. Donc tout ce qui va être aujourd'hui de développer des usages d'IA, mais dans des environnements un petit peu plus réduits. Et puis finalement sur des mécaniques où, en face de nous, on retrouve le matériel des expériences sur Raspberry Pi qui peuvent être réalisées. On a même aujourd'hui des hackathons sur Minitel. Donc voilà, il y a des enjeux pour essayer de voir comment est-ce qu'on arrive dans des environnements réduits à exploiter jusqu'au dernier octet disponible pour pouvoir expérimenter de l'IA et donc démontrer que ce n'est pas parce qu'on est équipé du plus gros modèle de langage et donc du plus gros modèle de calcul que finalement il y a une pertinence. Aujourd'hui,
Petit point derrière, il y a pas mal de jeux de société qui se développent, alors avec plus ou moins de réussite. Nous-mêmes, on en expérimente chez Synapsis assez régulièrement, et parfois, ça entraîne plus ou moins d'engouement, on va dire, mais globalement, il y a des sujets, et d'ailleurs, la fresque du climat se numérise pour être encore plus diffusée. Et puis, on s'est amusé déjà à expérimenter quelques escape games en interne, alors des petits jeux qui se développent aussi pour travailler ensemble sur comment, finalement, jouer à expérimenter la mise en place de l'IA avec toujours un enjeu permanent dû à ce plafond de verre carbone qui peut arriver, et entre autres carbone, puisqu'on peut faire rentrer beaucoup d'indicateurs. En tout cas, dans ces notions, sans vouloir trop rentrer dans la notion de gamification, parce qu'on l'utilise dans tous les sens, sans forcément d'ailleurs y accorder une grande place. Mais ces enjeux-là vont être, ce que je vous répète aujourd'hui, ces enjeux d'activation, la première brique depuis une première compréhension des sujets, mais derrière de pouvoir engager, entraîner les personnes, que ce soit côté Grigna, donc finalement les techniciens, les premiers acteurs dans ces enjeux carbone, et puis aussi les populations utilisatrices, les chefs de projet, qu'ils soient d'ailleurs internes ou externes, de les modéliser dans ces problématiques-là, et donc en ayant ça supporté par une gouvernance, de pouvoir rentrer dans de l'action et dans un engouement différent, puisqu'aujourd'hui, l'IA a plutôt un engouement d'effet levier, utilisons-en le plus possible. Et donc, justement, ça pose la question, finalement, pour vous aujourd'hui, et c'est intéressant de le voir, parce que si ça tombe, on n'a rien à se dire, puisque c'est déjà totalement intégré. Est-ce que finalement, ces enjeux, quels qu'ils soient, que ce soit de green d'ailleurs, donc de plutôt carbone environnement, ou les enjeux sociaux aussi, de fracture numérique, d'éthique, font déjà partie des enjeux qui sont implémentés dans vos projets, ou même imposés d'ailleurs dans les projets. Alors, je vois que le parfois monte, c'est plutôt rassurant, dans le sens que on ne s'attendait pas forcément à du toujours. Alors, pour la petite question, mais vous aurez le droit de continuer de répondre à c'est quoi la RSE. Normalement, on est sur... Attention, si on s'appelle Ségolène Royal il y a 10 ans, on dit responsabilité sociale et environnementale, mais c'est pas ça. Responsabilité sociétale des entreprises, ou RSO, responsabilité sociétale des organisations, et la société reprend nos 3 P, People, Planet, Profit. Donc, c'est la responsabilité qu'une organisation porte sur l'ensemble de notre société au sens très large. La société comprend aussi tout autant les abeilles que les fleurs, que les nappes phréatiques, que globalement l'atmosphère. Et donc, non, il se peut qu'une fonction dans l'entreprise soit justement RSE ou RSO, quand on n'est pas une entreprise au sens stricto sensu, et donc une fonction qui porte ces sujets. Alors, c'est déjà pas si mal qu'on ait du parfois. C'est plutôt dans la tendance. Le toujours vient très souvent d'une imposition standard au sein de l'organisation, et ce serait plutôt rare. Pour le jamais, la question, j'imagine, serait de se dire pourquoi, et est-ce qu'aujourd'hui on est en mesure de faire changer ces mentalités. J'espère, à notre tout petit niveau, en quelques minutes, c'est difficile d'apporter de l'information et du sens derrière tout ça, mais j'espère que ça peut apporter quelques idées, et que si jamais il n'y en a pas eu assez, ou vous en voulez plus dans tous les cas, on est à disposition pour pouvoir en discuter. Je vais rapidement passer sur les sujets, survoler, dirons-nous, les sujets d'IA au service du développement durable. Je le redisais, les gros points, c'est de se poser la première question, où est-ce que j'ai des impacts? Une fois que j'ai ces éléments-là, c'est là où je vais avoir plus de sens à employer de l'IA. Donc, tous ces éléments pourront vous être transmis, et vous pourrez regarder en boucle, façon Netflix, cette table ronde et toutes les autres de chez Synapsis, n'hésitez pas. Donc, vous pourrez revenir sur ces éléments écrits ici. Globalement, on prend les premiers en termes de carbone, mais tout ça est relatif à chaque organisation. Entendons-nous que globalement, on peut avoir, je prends le cas d'une société comme Synapsis, une société de service, globalement, la plupart de nos émissions sont chez nos clients. Nos enjeux premiers sont de pouvoir travailler avec nos collaborateurs pour que lorsque vous prenez un Rhino, il porte aussi les sujets environnementaux et sociaux dans les activités, si tant est que vous l'attendiez de la part de nos collaborateurs. Donc, dans les gros points, on va aller sur la transition énergétique aujourd'hui, lorsque des collaborateurs d'organisations qui ont un impact fort, soit des gros consommateurs, et là on va être plutôt pourvoyeur de demandes vis-à-vis de nos fournisseurs, ou directement dans la gestion des réseaux,
eh bien, de pouvoir avoir un objectif de diminution. Et là, l'IA peut à la fois optimiser le réseau, anticiper la partie météorologique, en particulier sur les énergies dites renouvelables, et derrière la gestion avec la partie smart grids qui va avoir son pendant du côté du bâtiment intelligent, qui aujourd'hui amène beaucoup d'espoir tout de même dans un modèle tout à fait différent et décentralisé de gestion de l'énergie. Mais on le remet, et bien aujourd'hui, l'utilisation aussi de l'IA dans les modèles de refroidissement et de fourniture d'énergie à l'échelle des data centers est une solution. Bon, malheureusement, très souvent, ça permet d'utiliser encore plus nos machines, et donc on retombe dans l'effet rebond. On gagne d'un côté et on émet encore plus parce que ça marche mieux. Le smart building, ou globalement les bâtiments, on va aller jusqu'à en notion de plus ou moins positif, je me méfie de certains éléments de langage, mais en tout cas des bâtiments de plus en plus efficaces où on dépend de moins en moins de l'énergie de réseau, que ce soit pour se chauffer ou globalement pour accéder à de l'énergie électrique la plupart du temps, ou qui peut nous permettre de nous chauffer ou de nous refroidir. L'IA aujourd'hui permet à la fois d'anticiper et de piloter le bâtiment. Attention à un gros angle mort qui nous restera toujours sur le bâtiment. L'enjeu aujourd'hui est aussi de faire du rétrofit, comme on le fait avec les voitures, donc de pouvoir avoir des bâtiments anciens que l'on arriverait à petit amener vers nos standards. Ça commence par l'isolation des bâtiments. Pour l'intégration de modèles un peu plus gérés par l'IA, pilotables, eh bien, ça rend les éléments plus difficiles de par l'ancienneté des réseaux et donc de l'infrastructure. On en revient à nos métiers de départ. Sur l'ensemble de la chaîne de valeur, on le sait aujourd'hui, l'IA a une capacité à la fois, alors attention à ce que disent les cabinets, il y a une différence. Souvent, les cabinets sont très positifs dans les effets anticipés. C'est un petit peu pour ça qu'on paye finalement. Globalement, les faits sont souvent, malheureusement, soit par mauvais calcul ou par effet rebond, une fois de plus. La réalité est un peu moins verte, ou un peu moins verte a priori que ce qui était prévu, mais globalement, sur ce qui va être logistique et transport, la capacité permet aujourd'hui d'avoir une meilleure prédictivité, donc globalement des chaînes d'approvisionnement et des chaînes logistiques plus efficaces, d'une part, et d'autre part aussi de limiter aujourd'hui les pertes et le gaspillage, d'optimiser les volumétries, au biais qu'on est quand même énormément pourvoyeur de gâchis, que ce soit alimentaire ou du point de vue aussi d'ailleurs des emballages, et donc de pouvoir anticiper ces éléments. La partie consommateur, j'adorerais. Globalement, on anticipe, mais l'IA nous pousse malheureusement beaucoup à la consommation aujourd'hui aussi, et donc n'est pas forcément le premier vecteur d'éléments, de critères RSE. Et donc, bon, globalement, l'idée, c'est de se tourner en se disant qu'est-ce qui fait que j'ai une capacité de passage à l'action. Le premier qu'on se met bien sous la main, c'est les modèles d'IA. Aujourd'hui, même si beaucoup se targuent qu'on a fini l'expérimentation, on est dans des phases d'implémentation très précises, beaucoup de cas d'usage, il n'empêche qu'aujourd'hui, les bons modèles d'IA et le ou les bons modèles, la partie plurielle aurait plus de sens à mon sens, est le premier vecteur. S'appuyer sur un modèle qui soit centré sur des usages, où on se soit non pas posé la question de « et si on essayait l'IA », mais pourquoi on n'essaierait pas l'IA. Et dans ce cas-là, d'immédiatement faire un travail qui anticipe les indicateurs. Je le redis, le premier principe, j'ai entendu peu d'organisations le dire, j'en ai entendu, c'est le principe de précaution, c'est-à-dire de considérer qu'on va commencer par ne pas utiliser l'IA, tant qu'on n'en a pas un usage dédié. Vous le connaissez dans plein de choses, vous prenez votre suite collaborative, les outils que vous avez, soit Microsoft, chez Google, vous avez plein d'outils, ce n'est pas nécessaire de tout mettre en place tout de suite, parce que finalement, on va provoquer des usages non maîtrisés, et on sera incapable d'infléchir ensuite sur ce déploiement. Donc c'est le premier point, le premier critère, et il va nécessiter pour cela d'avoir globalement pas mal de connaissances, puisque finalement choisir un modèle, c'est connaître les modèles. Et on va devoir se retourner vers les gens qui sont particulièrement compétents sur ces métiers de l'IA, métiers de niche aujourd'hui, où on a beaucoup de soi-disant sachants, et quand même très peu de personnes qui sont capables de nous l'exprimer clairement avec une base de connaissances fiable. Et ne demandez pas à ChatGPT, s'il vous plaît, immédiatement, quel est le meilleur modèle d'IA. Le point qui est un sous-jacent, c'est qu'on doit systématiquement anticiper une mesure. Et qu'on se le dise, on ne dit pas être exhaustif, on dit avoir une volonté de calculer. Quel que soit le premier indicateur qu'on met en place, il est bon parce qu'il existera. Et on doit se l'imposer.
Si on n'a pas un minimum d'indicateurs, quel qu'il soit, à ce moment-là, on n'aura aucun moyen de savoir si on a une efficacité ou pas, et ça reste un critère systématique à mettre en place. Donc avant de mettre en place de l'IA, avoir un indicateur d'empreinte, j'en reviens à mon principe de précaution. Et derrière, ça veut aussi dire que lorsque l'on a des démarches dites GPT-like, j'ai mis en place mon propre GPT-like au sein de mon organisation, ce qui est aussi une tendance accrue de par la situation internationale encore plus, et le risque que fait planer l'IA sur nos enjeux de gouvernance et de propriété intellectuelle. C'est très bien. Il faut anticiper déjà qu'aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a. Et donc, si l'on développe des moyens dans des infrastructures, à ce moment-là, le premier point étant de considérer que ces éléments-là ont une durée de vie qu'on va allonger le plus possible. On en retourne à des enjeux dont on parlait déjà il y a quelques mois en table ronde, et je ne vais pas m'appesantir encore plus sur ces sujets. Et globalement, l'idée de la même manière étant de se dire aujourd'hui qu'on ne doit pas essayer de varier d'un provider à un autre simplement au gré des grandes montées d'informations médiatiques parce que tel provider aurait un meilleur modèle, ou si on essayait finalement 4-5 modèles de langage à l'échelle de l'organisation, et puis la loi du marché nous expliquera comment faire. J'en reviens, si j'avais mesuré et choisi, j'en serais pas dans ces modèles-là. Et donc, ça nous permet aussi de ne pas nous appesantir dans des problématiques de long terme autour de la gouvernance et en plus du partage de données derrière. Ainsi, justement, la question qui va se poser, parce que c'est extrêmement yakafoko, on vient de se dire, c'est justement de se dire, finalement, dans tout ça, je pense que peu d'entre vous se placeraient sur finalement, positionner un principe de précaution, commencer par ne pas faire. Maintenant, la question serait finalement pour vous, qu'est-ce qui serait faisable? Alors, et ce qui devient intéressant derrière, c'est forcément, n'hésitez pas à indiquer ou questionner sur comment vous feriez. C'est intéressant. Je réitère ma curiosité vraiment pour celles et ceux qui veulent faire mesurer l'impact de l'IA aujourd'hui. C'est intéressant de savoir. N'hésitez pas à partager quels indicateurs vous souhaitez, ou même de dire c'est ce que j'aimerais bien faire, mais je ne sais pas comment. Et de la même manière, toujours intéressant, parce que là, on est sur un équilibre petit à petit qui se crée entre lancer un POC IA for Green et mesurer l'impact de l'IA. Un peu d'éthique, ça fait plaisir, et j'apprécie les cyclistes qui veulent faire tourner du GPT sur un vélo. Faut avoir de très bons mollets, mais pourquoi pas. Et finalement, c'est intéressant aussi pour celles et ceux qui se projetteraient vers lancer de l'IA for Green, et bien de savoir aujourd'hui justement, est-ce que vous avez mis en place, n'hésitez pas dans le chat à interagir, à nous dire si vous avez déjà mis en place des indicateurs de mesure justement de l'IA, ou si finalement vous commencez par l'IA for Green. Mais c'est une logique aujourd'hui qu'on a beaucoup, une forte demande. J'ai rien d'étonnant à mon sens. C'est intéressant d'avoir ces informations, dans le sens que beaucoup, aujourd'hui, on a une forte pression de l'expérimentation. Donc c'est assez rationnel aussi d'avoir cette montée de besoins. Et donc, avant je tiens presque l'équilibre temporel, parce que sinon, histoire aussi de vous laisser, de nous tous nous laisser vaquer à nos occupations de la journée, parce qu'on commence tôt, donc on finit tôt, c'est toujours l'avantage. Quelques éléments justement aujourd'hui qu'on sait mettre en place. Globalement, justement, de commencer pour celles et ceux qui, par exemple, soit veulent se lancer dans de l'évaluation d'impact, on va être au sens large d'ailleurs, des évaluations d'émissions, mais d'impact au sens large, ou qui se lancent dans un POC en se disant zut, j'ai pas compté ce que ça allait émettre, ou j'ai pas anticipé ces impacts-là. Une des bases justement, c'est de pouvoir se dire hop, on met en place un tout petit audit. L'idée c'est quoi? C'est de se donner les éléments. C'est pas forcément le résultat immédiat, c'est de trouver tout de suite, du point de vue de la chefferie, de la conduite, des techniques, de pouvoir avoir les éléments qui vont permettre d'avoir quelques impacts de calcul et d'anticiper derrière, de pouvoir maîtriser au moins un minimum sa zone d'impact et son empreinte au sens large de l'usage de l'IA. Le tout, forcément, avec toujours
un duo de l'impossible, mais c'est nécessaire, entre plutôt des profils autour des sujets green, avec la compréhension, la maîtrise des sujets énergétiques et carbone, et l'implémentation des people métiers qui sont capables de maîtriser ces éléments. Forcément, aujourd'hui, IT et RSE, on se parle. Quasiment tous nos sujets vont retomber avec des croisements. Donc aujourd'hui, c'est des sujets justement de désiloisation qui permettent de faire du lien entre les services plutôt SI et les services RSE et de faire diffuser une culture. Il faut savoir qu'on a les mêmes enjeux entre l'IT et la RSE au sens large. Globalement, la diffusion d'une culture est indispensable et l'IT souffre aussi de ne pas avoir une culture suffisamment développée au sein des organisations. Beaucoup d'utilisateurs, on a beaucoup d'organisations où 100% des collaborateurs sont utilisateurs de services IT. Bon gré mal gré des formations, souvent cyber, auxquelles chacun se soumet parce qu'il n'a pas le choix, mais une problématique autour des enjeux que traite l'IT, et donc de la même manière que les enjeux que traite la RSE, c'est pas si facile, et si les problèmes étaient simples, on les réglerait simplement. Globalement, on développe aussi tout ce qui va être atelier autour de l'IA for Green, d'ailleurs de l'IT for Green, pour essayer de faire naître les vocations, les projets, lorsqu'on est sur des effets un petit peu bottom-up finalement, pour avoir une communauté d'acteurs responsables au sein de l'organisation, dans les métiers, faire naître ces éléments-là, parce qu'en réalité, les compétences nécessaires sont très souvent déjà présentes dans les organisations. C'est plus les enjeux, les leviers, et le fait de savoir qu'on a le droit de lever la main pour parler de problématiques qu'on a identifiées. Et ça se retrouve aujourd'hui dans des feuilles de route, dans des stratégies, que ce soit d'organisation ou de service IT, d'irresponsables en tout cas, de stratégies qui visent à s'aligner avec des standards qui sont souvent ceux des organisations où on a déjà signé il y a quelques années un engagement, et donc aussi des standards qui doivent nous amener vers un monde supportable, parce que le mot finalement en anglais sustainable est quand même plutôt bien pensé, un monde dans lequel on puisse survivre, partager de la valeur, et pour une entreprise, n'oublions pas, continuer d'avoir une activité, puisque finalement, on est tous dépendants aussi de ces éléments. On rappelle toujours qu'un monde à 2 degrés est un monde qu'on n'assure pas, et un monde à 2 degrés est le monde vers lequel on va. Donc globalement, il faut avoir une activité, laisser un monde supportable est indispensable, et c'est ce vers quoi, dans une approche systémique, on peut accompagner sur les feuilles de route responsables. Et je crois que d'une seule respiration depuis le début, Une seule phrase. voilà, cette table ronde touche doucement à sa fin, mais c'est ouvert justement à tous les échanges que l'on peut avoir ensemble. Exactement, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat à nous les poser. Voilà, nous, on vous appellera aussi pour avoir un petit peu vos feedbacks sur la session, un petit peu votre ressenti. Échanger aussi sur un petit peu les sujets qui sont d'actualité au sein de vos organisations respectives. Puis en même temps, voilà, on vous enverra le support, bien entendu, pour que vous puissiez avoir toutes les informations. Merci beaucoup, Thomas, c'était très clair. Tu as à peine dépassé les 45 minutes. Je suis très fière de toi. 1 minute de Merci beaucoup. super, merci. De toute façon, on avait 45 minutes, 1 heure. Donc voilà, merci à tous. Je pense que c'était complet. Merci Sylvain de le préciser. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous libérer pour ce webinaire. Voilà, n'hésitez pas en tout cas, si vous avez des questions même plus tard, vous pouvez vous prendre contact avec nous pour qu'on puisse organiser un échange dédié. Merci à tous, très bonne journée. Merci Thomas, bonne journée également. Merci beaucoup Nathalie, merci à toutes et à tous. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Olivier, merci Arnaud, merci à tous. Bonne journée.